Et élévation en direct grâce à Jean-Claude Carton. Nous sommes en compagnie de ma femme. Ah oui, il faut être galant quand même, Laetitia. Et bon, donc votre serviteur. Mais surtout Jean-Claude Guilbert. Jean-Claude Guilbert, un homme, vous aurez remarqué, une sagesse. Et comme beaucoup d'autres qui l'ont interviewé le disent, il est difficile de présenter Jean-Claude Guilbert. Il est difficile de dire tout ce qu'il a dans son cœur et dans sa tête. Vous êtes un monument, Jean-Claude Guilbert. Alors, il n'y a qu'à faire une petite recherche sur Internet. Vous verrez tout ce qu'il a fait déjà dans sa vie professionnellement et en tant qu'auteur. Ce qui m'intéresse, parce que c'est le style d'élévation, c'est qu'on discute, qu'on ne soit pas guindé à faire oui, très cher, avec le petit doigt en l'air, que c'est magnifique ce livre, etc. Qu'on puisse y aller franco, mais surtout sur votre vie, sur votre âme, et j'ai envie de dire, Jean-Claude Guilbert, car vous êtes croyant. Catholique. Oui, je n'aime pas l'expression « vous êtes croyant ». Vous êtes croyant. Mais je suis effectivement chrétien, catholique. Bon, d'accord. Mais attention, tout curé qui pleure mérite d'avoir la gueule trempée dans le bénitier avec ma poigne. Hein, soyons bien clairs. C'est vrai que chaque matin je me lève, je fais mes pompes et je fais ma prière. Et j'inverse de temps en temps, je commence par la prière. Et je finis par les pompes. Enfin, c'est un rituel quand même tous les matins. Ah, c'est un rituel complet, total. 3 heures du mat Oui, en ce moment, parce que je suis très en retard. Habituellement, c'est 4 heures. Mais là, j'ai avancé d'1 heure. Quand on se lève très tôt, on n'est pas avec les mêmes personnes, on n'est pas avec les mêmes pensées, on n'est pas avec le même paysage. Et j'aime être l'homme qui s'endort avant les poules et qui réveille les coqs. Est-ce qu'on est la même personne aussi quand on se réveille tôt? Ben moi, je pense que je suis moi-même, surtout lorsque j'attends sans impatience et démesure que se pointe discrètement et très brutalement, très souvent, l'aube. L'aube. D'accord. Et je passais, quand j'étais en Éthiopie, je passais ma main par la fenêtre où j'ouvrais, et mes chiens venaient me lécher d'ici à là. Ça devenait donc l'heure de ma toilette, bien avant que les autres soient réveillés. Alors oui, vous avez bourlingué, vous avez vécu en Éthiopie, vous avez été reporter, je ne vais pas expliquer toute votre vie, parce que sinon on va y passer toute l'émission. Mais ce qui m'intéresse donc, disais-je, c'est le côté fervent, prière, être auprès de Dieu d'une façon ou d'une autre. Oui, mais il ne faut pas non plus abuser je suis pas la version masculine de la chaisière de Bénichée. Non, je ne veux pas passer pour un ça, d'autant plus que vous étiez un soldat, vous avez été un reporter. Et mais c'est pas du tout incompatible. C'est pas incompatible, mais j'ai cru comprendre que vous avez fait des petites choses que vous regrettez maintenant, et grâce à la rédemption, grâce à la foi catholique, vous... Mais dites-moi ce que je suis en... Ah non, parce que j'ai pas fouillé chez moi. Mais j'ai cru comprendre, oui, que vous aviez vous avez laissé sous-entendre que heureusement il y a la rédemption et comme ça on peut s'en sortir. Oui, j'ai commis des vilainies pour la plupart. Mais pour moi, je suis en règle à l'endroit de cette manière de passer quand il y a un obstacle, que l'obstacle soit un mur, soit un tir croisé de mortier, ou soit un homme qui brandit une arme. Ah oui. Je me contenterai de faire ce résumé un peu lapidaire, mais je pense que ceux qui veulent comprendre comprendront, et ceux que ça gêne. Bon, on va continuer la discussion de toute façon. Qui se grattent le genou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pour une fois, j'ai compris, dites donc ce que vous vouliez dire. Dans une vie d'homme, et surtout avec des aléas, quand il y a la guerre, qu'est-ce que vous voulez? On tombe dans l'enfer, on est bien obligé de s'en sortir d'une façon ou d'une autre, et pas forcément en suivant le principe chrétien et moral. Je ne poursuivrai pas la conversation sur ce thème. D'accord. Sur la table, plusieurs livres, plusieurs stylos, dont un couteau. Donc je vais faire attention à mes questions quand même. Plusieurs livres, parce que vous êtes auteur avant tout, vous êtes romancier, vous avez connu bon nombre de personnalités comme vous, plus ou moins connues, encore que plus haut que vous d'ailleurs. Hein. La plupart du temps, ce sont les autres qui sont... Moi, je ne suis pas du tout ce qu'on appelle connu, mais je suis très content. Vous avez été apprécié. Pour moi. Oh là. Donc, alors, j'ai cru voir... Alors bon, il y a Hugo Pratt, bien sûr. Hein, vous avez fait une biographie très intéressante qui fait vraiment la clé sur Hugo Pratt, sur ce personnage, que vous connaissiez pendant 13 ans à peu près. Non, pendant 15 ans. 15 ans, pas loin. Mais je peux même vous raconter, si vous voulez, oui. Puisque vous me lancez là-dessus. Quand j'ai connu Hugo Pratt,
J'étais le producteur à l'époque. C'était, je vais peut-être me tromper dans les dates, mais à une année ou deux près, c'était dans les années 60, fin 70, début 80. J'étais producteur d'une émission qui s'appelait Le Magazine de l'Aventure, qui a été la première grande émission sur l'aventure. Puis après, il y a eu d'autres relais, sur TF1. etc. Bon, sur TF1. À la demande, d'ailleurs, ça a été provoqué, ça je l'ai appris bien plus tard, par le président de la République de l'époque, qui s'appelait Giscard d'Estaing, et qui, à l'occasion d'une conversation avec François Léotard, qui était un jeune giscardien, dans un bureau feutré, je suppose, on m'a raconté l'histoire, ils se sont dit ce qu'il faudrait pour faire bouger un peu les Français, les jeunes, c'est l'aventure. Alors à un moment donné, il y avait un projet d'installation en Guyane française d'une partie de la jeunesse. Quand je dis une partie de la jeunesse, ils en avaient envisagé 30 000 quand même. Et puis ça s'est pas fait. Bon, enfin, peu importe les raisons, qui étaient essentiellement politiques. Et donc ils se sont dit, ça serait bien de provoquer une émission sur l'aventure. Et comme moi, on me connaissait, pour certains, par rapport à la télévision, parce que j'en avais fait, de la télé, et par rapport à l'aventure... Au documentaire, reportage. Oui, bon, enfin, bon, voilà. J'étais un peu connu dans les milieux, disons, qui étaient censés connaître tout ça. On m'a demandé de monter ce magazine. Et au départ, c'était l'été, c'était une sorte de test, et en fait, on a reçu plein de courriers. Des gens qui étaient emballés. Ça a cartonné. Alors, il y avait un petit paquet d'injures, mais il y avait surtout une sorte de satisfaction de la part des gens en disant enfin on voit quand même, on respire un peu, bon, passons les détails là-dessus. Et donc le magazine de l'aventure a été lancé à la suite de cet essai pendant les vacances. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré 3 ans. 3 ans. Et on les retrouve sur le site de l'INA.fr ? Ah bah, je suppose, il me semble, enfin j'en sais rien, mais je suppose. Bien sûr. Alors là, très vite, on s'est aperçu d'une chose avec mon ami Christian Prost, qui était le coproducteur de cette émission, qui est un homme qui venait de l'aventure. Il avait fait un raid de survie intense et long avec un type qui s'appelait Jacques Dano pendant plus d'une année sur un radeau. C'est incroyable. Non, incroyable, non. C'était une situation. Il y a le bois de Boulogne et puis il y a autre chose. Mais au fond, c'est presque la même chose. C'est tout aussi dangereux. Quand on se fait, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça peut être beaucoup plus dangereux au bois de Boulogne. Ça dépend. Si on est une petite fille qui a perdu sa culotte, on ne sait jamais. Oui, ça, effectivement. Je suis provocateur sciemment. Mais c'est pas un dérapage, souci, c'est ma façon de dire. Toujours est-il que ce magazine de l'aventure a bien fonctionné, mais on s'est aperçu très vite quand même, et c'est là où je vais en venir à Prat, que c'était gentil, c'était émouvant, c'était salutaire, c'était fracassant, mais c'était un peu court. Tout ce qu'on pouvait dire sur j'ai fait les vrais, j'ai machin, top, blablabla. Bon, et finalement, le discours n'était pas à la hauteur de la transcendance évoquée par l'exploit. C'est de l'être humain, c'est ça, c'est l'être humain que vous vouliez sortir encore un peu plus. On voulait quand même qu'il y ait un peu plus, qu'il y ait des phrases plus longues et plus châtiées. D'accord. Alors, je le dis comme ça. Et on s'est dit, il faudrait quand même faire appel à des gens qui ont inscrit leur vie, leur œuvre par l'aventure. Et j'en connaissais deux, c'était Kessel et puis Guesso, ceux qui avaient fait le ciel et la boue. Mais j'ai pensé à Prat, que je connaissais pas très bien. On me l'avait montré, ça me plaisait, mais sans plus. Vous parlez de son œuvre je parle de Corto Maltese, les premiers Corto Maltese. Et donc j'ai téléphoné à l'éditeur, comme j'étais producteur d'émissions de télévision, j'ai eu tout de suite, bien sûr, le type qui se trémoussait pour me présenter Prat, qui habitait à Paris, ce que je savais, à l'île Saint-Louis, comme un bateau à quai. Il était là, rue Laure-Gratier. Et je l'ai appelé, je l'ai eu tout de suite au téléphone, et j'ai entendu une voix avec un fort accent italien, mais il parlait très bien le français, Hugo. Mais il avait, un accent prononcé, et puis il me donne rendez-vous un dimanche, après-midi, à 5h, je me souviens très bien. Je suis allé à l'île Saint-Louis, et là, je suis monté rue Laure-Gratier, c'était un peu en étage, mais c'était un petit immeuble, chic, l'île Saint-Louis, c'est quand même pas... c'est la transhumance des banlieues désaffectées. Moi, je ne sonne pas. Mais oui, alors vous m'avez expliqué pourquoi vous sonnez pas. Parce que je n'aime pas. Je ne peux pas mettre le doigt. Je peux mettre le doigt, mais pas sur une sonnette. D'accord. Donc, je frappe les 3 coups, comme au théâtre. Et la porte s'entrouvre. Toc, je fous le pied. Ouais. Je suis habitué des situations pour entrer. Et là, je vois une gueule un peu rogneuse, mais très belle, mais à travers l'espace laissé par la porte entrebâillée. Et c'était Prat.
Et là, ça a duré 2 secondes, un quart. Ses yeux qui étaient violets, bon, et sa gueule, et puis moi la mienne. Alors, j'ai sorti mes yeux bleus, on a essayé de faire un mélange de couleurs, et puis on a pensé la même chose au même moment, très furtivement. On se mord à la gorge, voilà, et finalement, il a ouvert la porte avec un large sourire. Et depuis, on n'a pas arrêté. Depuis ce moment-là, c'est comme ça que on a introduit une complicité entre nous, une amitié, formidable. Une amitié. Oui, l'amitié est venue plus tard. D'accord. C'était une complicité. Alors, il a sorti 2 bols de café au lait à l'ancienne. Vous savez, les bols comme ça, j'appelle ça un bol. Il paraît que ça s'appelle plus comme ça. Pas du café moi, je m'en fous. C'était bon, comme ça. 2 gros bols. Et il a pris une bouteille de whisky. Moi, à l'époque, je ne buvais pas de whisky. J'en ai bu bien plus tard. Et il a versé une bonne rasade de whisky dans les 2 bols. On a trinqué. Et puis on a vu ça comme ça. Alors, et puis on a décidé de faire des choses. Alors j'ai dit, écoutez, je vais expliquer, j'aimerais bien faire un portrait de vous, si vous voulez. Alors il me dit, ce qui serait bien, c'est qu'on aille en Éthiopie. Ben, je lui dis, je suis d'accord, bien sûr. Mais à l'époque, c'était le Derg, c'est-à-dire la révolution marxiste épouvantable qui se passait là-bas, et on n'a pas eu l'autorisation de tourner. En revanche, on s'est rabattu sur Djibouti, on était très bien accueillis, c'est très bien passé. L'Éthiopie. Jean-Claude Guilbert, vous la connaissiez avant? Vous étiez déjà parti dans ce pays? Oui. Furtivement? J'avais été l'envoyé spécial du journal télévisé quand j'y étais, c'est-à-dire en 73, et j'ai contribué à ma façon à médiatiser ce qui se passait là-bas. J'ai d'ailleurs rencontré à cette époque l'empereur qui ne savait pas, et moi non plus, qu'il avait plus beaucoup de temps à rester au pouvoir. Mais j'ai bien aimé Haïlé Sélassié, il m'a plu, il parlait français mieux que moi. Il était ce qu'on appelle au Gébi, qui est le palais, et qui est une réplique de la Maison Blanche, ce que les gens ne savent pas. Et il y avait donc une salle ovale qui servait de bibliothèque, et quand il m'a vu, il s'est montré courtois, et moi, j'ai essayé de me montrer correct avec un empereur, tout de même. J'allais pas faire le plou qui je m'en fous, voilà. Mais j'étais pas couché. Vous avez fait l'interview avec l'empereur? Oui, bien sûr, mais c'était pas très difficile d'interviewer l'empereur Haïlé Sélassié. À l'époque, il était dans Paris Match pratiquement une fois sur 4, comme le Shah d'Iran. C'était pas du tout un scoop que d'interviewer Haïlé Sélassié. En revanche, ce qui était le scoop, c'était d'aller se glisser pour aller voir ce qui se passait et puis voir les gens qui commençaient à mourir de faim sur les chemins. Ce que nous avons réussi à faire, en baratinant, en disant on fait Noël dans le monde. Enfin, vous êtes toujours obligé de mentir quand vous voulez montrer. Vous n'allez pas voir un dictateur en disant que ça marche pas. Je ne fais pas allusion à Haïlé Sélassié. C'est une règle générale. Haïlé Sélassié, je ne le traiterai pas de dictateur. C'était un empereur de la tradition, mais qui a essayé de faire des choses. Et je respecte sa mémoire et ce moment où je l'ai vu, parce que je l'ai vu qu'une fois. D'accord. Je l'ai vu qu'une fois, mais une bonne fois. Alors je reviens à l'anecdote et après à Pratt. Oui. Il avait dans cette salle ovale, il avait installé une bibliothèque avec la collection complète du Masque. Vous vous souvenez ce que c'est, le Masque? C'était une collection jaune en français où il y avait tout Agatha Christie, etc. Alors quand il me voit regarder ça, il avait fait son petit effet avec d'autres avant moi, et il me regarde et puis il me dit « Quand je m'ennuie, je lis ça ». Ça m'avait plu. Ça fait très chic. Voilà. En français, c'était en français. Et puis, voilà. Alors, pour revenir à Pratt, lui, évidemment, était intéressé par un tournage en Éthiopie qu'on n'a pas pu faire, mais qu'on a fait à Djibouti, ce qui était une façon de travestir la géographie, mais par obligation. Bien sûr, après, je suis allé en Éthiopie, mais clandestinement après ça. Toujours est-il qu'on a fait un film ensemble qui s'appelait La Ballade, avec 2 L, comme celle des pendus. On a reçu d'ailleurs du courrier, monsieur, c'est une honte que sur un titre de film, il faut faute. Et ben voilà, on a tout compris. Les pauvres mecs, alors balade. Oui, je sais, mais enfin bon. Alors, évidemment, comme d'habitude, je n'ai jamais répondu à tout ça. Toujours est-il que le tournage s'est parfaitement passé. On a tout écrit ensemble avec Hugo. J'ai d'ailleurs gardé le tout à la main, parce que moi je fais les trucs à la main. Et à la fin du tournage, qui a duré quand même presque 2 mois, le repérage, machin, bordel, ça s'est vraiment très très bien passé. La balade plus loin. Il m'a pris dans un coin, il m'a dit, écoute Jean-Claude, on s'est bien entendu pendant le tournage. Je suis resté un peu en retrait. J'ai tout dirigé, mais tranquillement. Et puis il m'a dit, ce que je voudrais, c'est qu'à partir de maintenant, on passe un pacte. Tous les deux, on va partir en voyage 1 fois par an
mais vraiment seuls tous les deux. Et là, l'amitié avait déjà commencé. Elle s'est amorcée là. D'accord. Elle s'est concrétisée après, dans la tenue de ce pacte que nous avons respecté l'un et l'autre, jusqu'à la fin, où il m'a attendu pour mourir. Ah oui. Oui. Il était toujours à l'île Saint-Louis? Non. Non, il était en Suisse, à Grandvaux. Oui. Il avait acheté une maison. C'était la première fois de sa vie qu'il achetait une maison, d'ailleurs. Et il était pas dans sa maison, mais il était dans une petite clinique privée qui était entre sa maison et Lausanne, c'est-à-dire à quelques kilomètres de l'endroit où il habitait, que je connaissais bien, où j'avais ma chambre. J'étais le seul à avoir ma chambre, avec Patricia Zanotti, qui était sa coloriste, et puis qui est maintenant chargée de poursuivre son œuvre. Est-ce qu'on peut dire que dans les bandes dessinées de Corto Maltese, donc les différents tomes, il a profité de ces voyages avec vous pour nous faire des croquis et puis faire des histoires supplémentaires? Il a doublonné en même temps, non? Oui, il y a des choses d'ailleurs qu'on a pratiquement. Je dis pas que c'est moi qui ai écrit mais bon, j'ai contribué à certains passages et notamment là je n'entrerai pas dans les détails parce que je vais pas faire l'exégèse de l'œuvre de Pratt et de mon intrusion on va pas faire dans son existence, mais c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire. Une très grande amitié. Oui, mais surtout c'était une belle chose pour moi, parce qu'il m'a fait changer d'avis sur pas mal de choses, Hugo. Il était beaucoup plus ouvert que moi. J'étais plus fermé que lui. Et d'ailleurs, nos conversations, justement, je reprends le terme, passe-partout, sur la croyance, c'était très intéressant, parce que je n'étais pas assez buté pour m'exciter sur ma prière de tous les matins, et lui n'était pas assez niais pour nier l'importance que cela pouvait avoir, qu'il savait parfaitement détourner, et je le soupçonne même de connaître mieux la Bible que moi. Et pourtant, surtout l'Ancien Testament. Surtout l'Ancien Testament, bien sûr. Alors déjà, écrit par Jean-Claude Guilbert aux Presses de la Renaissance, Hugo Pratt, la traversée du labyrinthe, pour tous ceux qui sont intéressés par Hugo Pratt, Corto Maltese, et puis aussi qui ont le plaisir de lire Jean-Claude. On va en sortir bientôt une nouvelle édition, mais je ne sais même plus s'il y en a encore. On tourne la page, sans jeu de mots. Hugo Pratt, on termine là-dessus, il croyait en Dieu. Vous me parliez d'ouverture, alors comment ça se passe? Il était agnostique, curieux, fasciné par l'expression que pouvait prendre la liturgie, toutes les liturgies d'ailleurs. Donc il a lu la Bible aussi. Et même le monde du Vatican, l'Église dans la gestion des connaissances, dans les choses cachées. Il disait l'Église me fascine parce que c'est comme une vieille pute qui montre ses attraits après coup. Mais pourquoi pas? Et moi, contre avec l'Église de vieille pute, je suis pas forcément offusqué, entre nous. Simplement, j'y vois autre chose. Et puis il y a des putes très honorables. Bon, Jean-Claude Guibert, pour aller jusqu'au bout avec Hugo Pratt, vous étiez donc présent à son départ. Oui. Et là, il l'avait anticipé, il avait compris, parce que dans l'œuvre, dans Corto Maltese, il y a des sorciers, il y a Rasputin qui est le méchant, c'est toujours nimbé de mystère et de paranormal. Il y a un jeu de ric-rac permanent chez Pratt entre la connaissance furtive et la connaissance creusée. C'est pourquoi d'ailleurs le lectorat, j'appelle ça le lectorat, d'Hugo Pratt, qui est quand même, ça représente du monde et des gens très variés, c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui lisent au premier degré, et maintenant le personnage, par exemple, de Corto Maltese, a dépassé le contenu de son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des types qui font des caricatures de Corto Maltese, ils se prennent pour Corto Maltese, et en même temps, ils n'ont pas vraiment trop lu Pratt. Non. Et ce que je pourrais regretter, un jour d'ailleurs, lui, il n'était pas très aimable avec les Corto Maltese de petites pacotilles. Ce que je dis, je dirais ça la même chose. Si je vois un type arriver en Tintin ou en Astérix ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Donc lui, il les envoyait un peu au plot, et c'est moi qui lui disais, mais écoute, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as provoqué ça. Donc respecte au moins le détournement. Donc parce que en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis là, je parle de moi. Oui, mais je vous répondrai bien à ma question au bout d'un moment, oui. Votre question d'ailleurs, il faudra bien la remettre sur le plat. Oui. Je vais l'attraper, je la boufferai toute crue. Toujours est-il que quand on en est là,
on se pose toujours la question de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, etc. Moi, j'ai plutôt tendance, je vais vous dire, à inverser systématiquement tous les rôles, tels qu'ils soient. Je suis pour les contre-pouvoirs du pouvoir, que ce soit en soi ou ailleurs. S'il n'y en a pas, on devient niais, et puis on ne comprend pas, et puis on ne respecte plus rien. Donc j'ai inversé les rôles en me disant, au fond, je vais avoir une attitude dans la vie qui va être brutale, sauvage, ce qui est le cas. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai entraîné, dit-on, ce qui est faux, l'équipe de France, ce n'est pas vrai. En revanche, j'ai été le prof de judo du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, jiu-jitsu, judo et ceinture noire. C'est la moindre des choses. Attendez, ceinture noire, c'est le brevet élémentaire du judoka. Pas de dan. Mais c'est pas... Bien sûr que j'ai des dan. Alors, donnez-moi vos dan. 3. Voilà, comme ça on le retrouvera sur Internet. Et 3 dan. Ce qui n'est pas considérable. Parce que je remplis jamais les papiers. Moi, je devrais en avoir plus, certainement. Toujours est-il que, pour revenir à ça, donc là, de ce côté-là, je suis un peu brutal, sauvage. Je me réclame de la lignée de l'homme depuis toujours. D'accord. Celle d'Altamira aujourd'hui. Et pour la pensée, ce que j'ose appeler la pensée, la réflexion, je suis extrêmement pondéré. Contrairement à la plupart des gens. Tant mieux, donc vous n'êtes pas braqué sur un point précis. Mais vous les entendez, les types. Mais là, vous me parliez... Mais en même temps, dès qu'on leur dit, vas-y, tape sur le mur ou tape sur la gueule, il n'y a plus personne. Sauf ceux qui n'ont pas l'outrance du discours. C'est aussi le principe du judo. Oui, c'est accepter la force de l'autre pour le renvoyer, c'est sûr. Ça, c'est une philosophie. Bon, je reviens sur ma petite question. Vous commenciez à y répondre, mais voilà, si ça vous embête, vous y répondez pas. Je la prends dans ma main. En gros, vous avez accompagné, si je puis dire, Hugo Pratt. Oui. Il était dans quel état d'esprit? Et est-ce que lui, qui a dessiné des histoires assez fantastiques, quelque part... Il savait qu'il allait mourir. Oui, voilà. Est-ce qu'il avait une idée d'un au-delà, sans être croyant, en restant agnostique éventuellement, est-ce qu'il avait déjà un petit peu touché au paranormal, au New Age, vous voyez Il était extrêmement discret là-dessus, et je ne veux pas me mettre à sa place pour répondre. Hugo a toujours, non pas esquivé, parce qu'il n'esquivait rien, mais il ne donnait pas de réponse à l'après-vie. D'accord. Très bien. Très bien. Ou à l'après-mort, finalement, on peut le dire des deux façons. En revanche, il savait qu'il allait mourir. Je l'ai appelé, j'étais d'ailleurs avec notre ami Livio Benedetti, le sculpteur qui vient de mourir. Pour moi, c'est bon. Voilà. Parce qu'on formait le trio avec Livio, Hugo et moi. Donc je suis là. Bref. Ça va, la santé, dites, ça va. Je ne dirais pas ça va parce que c'est pas la peine. Ça se voit. Voilà. Je dirais pas je ne dis rien. Alors je continue l'histoire et il savait qu'il allait mourir. Je l'ai eu au téléphone et moi j'étais tricard auprès de lui parce qu'il ne voulait pas que je le voie diminuer. Ce qui m'a peiné, mais que j'ai compris, étant donné les rapports qu'on avait. On avait des rapports d'être en forme, intellectuellement et physiquement. Voilà. À partir du moment où on perd cette connivence, l'un des deux, il avait choisi de s'écarter du champ de notre pacte de la forme. C'est moi qui le dis comme ça, mais c'était ça aussi. Avec Hugo, on faisait tous les trucs. Bon, bref. D'ailleurs, il a écrit, parce que c'est toujours difficile de parler de soi par rapport à un autre célèbre. Moi, je me contente simplement de dire, écoutez, il y a assez de choses qui ont été dites, notamment par Pratt lui-même, sur moi. Lisez-le. Moi, je ne vais pas dire ce qui se passe. Alors, pour revenir à la fin d'Hugo, je suis monté dans l'église de Pouilly, qui était le petit bled en question. Il y avait un chalet, un petit pré, un chalet, un petit pré, un chalet, un petit pré. Puis cette clinique privée, qui était pour lui l'endroit où il allait mourir, je suis entré dans la chambre avec Patricia Zanotti qui m'a laissé entrer. Et là, c'était une chambre, une petite chambre. Il y avait une partie de ses enfants, pas tous, mais il y en avait quelques-uns qui étaient là autour de lui, dont Jonas, que je connaissais bien, puisque je l'avais souvent vu avec son père. C'est d'ailleurs le portrait craché d'Hugo, en plus grand, comme tous les gosses qui ont poussé, puisqu'on les a tous bien nourris. Toujours est-il qu'il était là, sur ma droite. Et il respirait très fortement. Il était en agonie, mais il était beau. Il avait maigri. Il vous a reconnu? Il avait les cheveux. Non, il était en agonie, c'est-à-dire qu'il m'a pas reconnu. Non, il était déjà parti à moitié. D'accord. Il était. Et moi, je suis venu avec une croix éthiopienne qu'il avait vue chez moi à la maison, dont il connaissait la signification, et j'ai eu cette idée.
j'ai voulu lui mettre dans la main. Mais comme j'étais sur sa gauche, puisque lui, il était à ma droite, j'ai pas voulu... il y avait des tuyaux, j'ai pas voulu... Bon. Ouais. Donc, je lui ai mis dans la main gauche. Et je crois que lui avoir dit quelque chose d'approchant de ce que je vais vous signifier maintenant. Je lui ai dit, écoute, Hugo, tu la tiens, c'est une hachette, tu montes à l'abordage et tu passes. Je voulais que ce soit une croix d'abordage, en quelque sorte. Elle est comme ça, c'est une manuel, j'ai mis, et puis je suis parti. Je suis sorti, un petit pré, un chalet, un petit pré, un chalet. On avait garé la voiture avec Livio. Patricia m'accompagne aussi et reste avec son mari Gianluigi, que je vais voir d'ailleurs ce soir, après l'émission. Là, j'ai vu arriver vers nous comment je pourrais le dire, en marchant rapidement, j'allais pas dire en trottinant. Bon. Et là, il m'a annoncé la mort de son père. Et il m'a dit, Jean-Claude, c'est terrible, tu es parti, il a serré la croix. C'est lui qui me l'a dit. Bon. Il a serré la croix. Bon. Donc il est parti à l'abordage. Et là, j'ai eu une réaction terrible. J'ai sangloté comme un dingue. J'ai attrapé une barrière avec des fils de fer barbelés. Et j'ai serré les barbelés. Bien sûr. Et voilà. Et j'ai eu un moment de peine terrible. Et on est rentré avec Livio après. Et je n'en parle plus. Vous avez eu l'anecdote. Voilà. Il y a quand même dans l'Éthiopie, c'est le pays de prédilection pour vous finalement. Ça a été le coup de foudre. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, j'ai fait mon service militaire en Algérie avec des camarades de soldats qui étaient des types de la côte française des Somalies. Parce qu'ils étaient français. Ah oui. Donc mes copains de régiment, c'était des gars du coin. Ils me parlaient de l'Éthiopie. Donc j'ai connu l'Éthiopie par les conversations avec mes copains de régiment. Et puis, des années plus tard, j'ai connu Joseph Kessel, Gary, toute une bande autour de moi qui me parlait de l'Éthiopie. Donc, j'étais inspiré. Et quand, en Noël, au moment des vacances de Noël qui s'amorçaient à peu près à cette même date, on cherchait quelqu'un pour aller en Éthiopie, parce qu'on commençait à se dire attention, il y a des problèmes, etc. Et ben moi, je suis porté volontaire. J'ai répondu à la question. Oui, mais alors le coup de foudre éthiopien a continué. Le coup de foudre éthiopien est né de tout ça, de l'addition de ça. Et quand je suis allé pour le journal télévisé INF2 faire ce film avec Bernard Puissesseau, j'ai connu une famille avec une petite fille auquel j'ai pas du tout prêté attention, que j'ai retrouvée jeune fille des années plus tard, et elle est devenue ma femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'y peut rien. C'est fabuleux. Oui, mais c'est bien. Oui, c'est bien. C'est une histoire formidable. C'est le croisement des destins. On va en reparler. On va en reparler parce que ma chère femme, ma très chère femme éthiopienne. Enfin, je dis éthiopienne. On parle de l'Éthiopie, oui. Mais qui a été aussi une petite Parisienne, parce que quand elle est venue avec moi en France, qu'on a décidé que j'ai fait ma déclaration à l'ancienne. Oui. Alors évidemment, j'ai trouvé les frères devant moi, qui étaient des mecs qui faisaient tous 2 mètres de haut, qui voulaient pas me laisser passer parce que j'étais là-bas, donc j'étais le reporter, qui avait une petite notoriété. Quoi. Oui, non, mais enfin bon. Et puis j'avais une réputation de liberté. Voilà. Ça se termine par T ou par tin, non, de liberté. De liberté, de liberté, avec ce que cela peut sous-entendre. D'accord. Quand on abuse, comme je viens de le faire, du terme. Et j'ai connu ma femme. Redites-le-moi lentement. Oui. Vous étiez en Éthiopie. Vous avez rencontré petite, votre femme. Oui. Non, mais c'est pas ma femme que j'ai rencontrée, c'est une famille. Il y avait dans un coin une petite fille. Voilà. Et après, vous êtes retourné quelques années. J'ai repris contact avec la famille et j'ai découvert, à ma stupéfaction, que la petite fille était devenue une jeune fille. Mais pas une jeune fille de 17 ans 3/4, une jeune fille de 23 ans. Donc déjà. Vous êtes retourné combien d'années plus tard? 10 ans plus tard. Et alors ça prouve qu'il n'y a pas de hasard dans l'amour. Mais vous savez, je vais vous dire, c'est Jacques Prévert qui a dit ça. Il dit le hasard ne frappe jamais par hasard. Bon, on a répondu, on a demandé à Prévert de nous aider pour répondre à la question. Oui, donc la conversation là-dessus est terminée. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Surtout quand elle m'a fait des enfants, et c'est la seule femme ça a été ma femme, voilà. Qu'on salue. J'ai oublié son nom, c'est Armstedt.
Non, Amarech. 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 Voilà, voilà. Ça veut dire d'ailleurs en amérique, celle qui exprime la beauté. Il s'était pas trop planté sur le coup, là. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors quand je dis qu'on salue, parce que voilà, ici, surtout moi, j'ai une certaine idée de l'au-delà, voilà, que tout continue, que l'amour s'arrête jamais et que quelles que soient les religions ou les croyances, il y a quelque chose derrière et que malgré, vous avez vu notre conversation depuis le début, malgré les épreuves émotionnelles qu'on peut avoir avec le départ d'être cher, on peut s'accrocher sur l'idée et de temps en temps l'épreuve du fait que ça continue et qu'on se retrouvera tous un jour ou l'autre et que l'amour continue. Votre femme est partie, elle aussi, dans un grand voyage. Oui, elle a sauté dans le trou du cimetière de la petite commune que j'habite du côté de Sens. Je ne vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de voir débouler. Je le dis ouvertement et avec une certaine brutalité. Oui, on va pas s'apitoyer là-dessus, mais voilà, votre femme est partie. Oui, mais attention, on a acheté cette maison ensemble. C'est-à-dire que elle l'a choisie avec moi, c'était sa maison aussi. Vous avez quitté l'Éthiopie, vous avez décidé de vous installer du côté de Sens. Parce qu'elle était malade, il fallait se rapprocher de, oui, bien sûr, là-dessus, de la Salpêtrière qui était pas si loin que ça, enfin qui était de toute façon, quand on habitait du côté de Sens, qui était beaucoup plus proche que d'Addis Abeba. Voilà. Oui, largement. Et là, vous avez donné une croix éthiopienne à Hugo Pratt, en lui disant à l'abordage. Oui, pour ce grand départ. Mais c'était avant. Ça, oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avancez, vous avez connu tellement de gens qui sont déjà partis de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Je connais pas mal de gens qui me disent bon carnet d'adresse, mon pauvre Yann Eric, c'est plus qu'un cimetière. Plus on avance dans l'âge, plus c'est la loi de la vie. Alors vous êtes bourlingueur, vous avez lutté, vous êtes défendu en tant que reporter ou même pendant certaines guerres. Comment voyez-vous l'au-delà, l'autre côté? Est-ce que vous le voyez aussi rose et positif que moi, par exemple, ou est-ce que je suis trop naïf et comment vous arrivez à chaque fois qu'on a un choc comme ça d'un départ, comment vous arrivez à vous en ressentir? Je ne reprendrai pas le terme de naïveté, qui serait d'ailleurs plus conforme à ce que je suis qu'à ce que vous êtes, si j'ai bien compris. Simplement, c'est vrai que je pense que il y a quelque chose, mais selon une loi organique et mentale du genre humain, depuis toujours, les hommes ont levé le menton vers le ciel. Et après, ils ont cheminé de telle façon qu'ils ont trouvé des points de repère. Et puis, n'oubliez pas, les prophéties, elles existent, les prophéties. C'est d'ailleurs l'Ancien Testament en est truffé et se réclame d'autres choses aussi. Et c'est cette lignée prophétique et cette conduite du cheminement humain, cette parallèle qui me fait penser et croire qu'on se retrouvera. Mais je ne voudrais pas m'étendre plus sur la question en vous disant simplement que cette situation fait que je vais très régulièrement au cimetière de mon village, sur la tombe de ma femme, et que ça me fait du bien. Ça aurait pu être le contraire, mais ça me fait du bien. Vous priez ? Bien sûr que je prie, évidemment. Et je lui demande de me protéger. J'inverse les rôles comme toujours. Voilà, je crois que j'en ai assez dit là-dessus. Non, mais on évite bien sûr le côté larmoyant. Nous ne sommes pas dans une chapelle ardente. Non, nous sommes voilà. dans un studio. Voilà, et on est là pour positiver les choses, mais voilà, il y a aussi de la sorcellerie en Éthiopie. Ah oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Mais enfin, en Éthiopie, il y a la sorcellerie partout. Et l'Éthiopie, si je me trompe pas trop, c'est quoi? C'est 50% chrétiens et 33% musulmans, c'est ça à peu près? C'est un grand pays. C'est à peu près ça. Il y a aussi surtout une transhumance qui s'est acheminée en direction du territoire éthiopien à travers une population qu'on appelait les Galas et qui sont les Oromos, mais ce sont les mêmes. C'est un peu comme si on disait enfin, je vais pas prendre des exemples qui vont choquer, donc je reste sur le thème éthiopien. Oui. Et ces Oromos, ces Galas, ont été extraordinaires parce qu'ils ont été pris par le sentiment permanent de la survie humaine, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés au lieu où ils se sont retrouvés. Alors ceux qui se sont retrouvés dans les zones animistes ont gardé leur animisme de base, ceux qui se sont retrouvés sur les hauteurs ont été chrétiens, et ceux qui se sont retrouvés sur les pourtours, toute la frange musulmane, sont devenus musulmans. Et c'est finalement pas mal de constater
qu'il y a des gens qui sont capables de cheminer pour trouver un nouveau lieu, et une fois arrivés sur place, ils entrent au chausse-pied, si je puis dire, dans le lieu en question. Ça, c'est d'ailleurs une méthode de comportement d'ouverture. D'ouverture, oui, je reprends effectivement le terme, et du genre humain, qui est parfois remise en cause, même chez nous. Je ne fais pas allusion à la politique actuelle, mais on le constate. Ceux qui refusent, au fond, mais bon, voilà. Alors, là aussi, c'est d'une sorte politique. Oui, non, on va pas se lancer là-dedans. Surtout que c'est très compliqué, encore une fois, et que je suis plutôt, à titre personnel, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le dirai autrement, j'ai un esprit d'œcuménisme. C'est au sens chrétien du terme. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre et de pactiser avec toutes les, allez, reprenons le terme. Toutes les religions, oui, les religions, les croyances. Les croyances, oui. Et puis les gens du livre aussi. Les gens du livre, c'est trois, c'est les trois. C'est les chrétiens, c'est les juifs et c'est les musulmans. Monothéisme, alors monothéisme. Avant tout monothéisme. Oui, bien sûr. Alors on peut mettre Akhenaton là-dedans, mais enfin ça c'est autre chose. C'est un passage de l'histoire de l'Égypte qui est intéressant d'ailleurs, mais qui n'est pas le sujet de notre conversation. Non, le sujet, on y vient, c'est le premier tome du Pèlerin secret aux éditions Presse de la Renaissance. Alors peut-être qu'on va retrouver les autres tomes ailleurs, parce qu'on les attend, les autres tomes, dites donc Jean-Claude Guilbert. Du calme. J'ai 2 ans de retard sur l'édification de la bonne conduite de ma série, mais ça va venir. Ma femme est morte, voilà. Bien sûr, bien entendu. Et dire ça, c'est pas recevable, mais c'est la raison. Bon, mais ça va venir. Enfin, déjà, le premier tome. Donc, le royaume d'une seule pierre. Je veux bien quand même vous expliquer ce que c'est. Alors, j'ai tamponné les 2 grands mythes de l'Occident médiéval, c'est-à-dire le roi Arthur et le prêtre Jean. Mais je l'ai pas fait par choix éditorial. Je l'ai fait parce que la terre éthiopienne s'y prêtait. Donc, ça se passe comme ça. Alors, c'est une sorte de pèlerinage avec comme borne guide des visions de la Vierge Marie, que mon chevalier, personnage principal, que j'ai appelé le chevalier Jean Souchet, oui. Qui est un homme qui sort de certaines contraintes de l'existence, qui a fricoté avec la royauté française, qui a des secrets que je dévèle. On dévoile, oui. Qu'on dévoile, allez hop. On peut inventer de temps en temps un petit mot tamponné, là. Et en fait, je pense que la conduite de mon récit, que j'ai voulu extrêmement fouiller, j'ai l'habitude de dire que je vais sur les traces de mes pas et sur les traces des archives. C'est-à-dire que c'est les deux choses que j'utilise. Il y a aussi vos rêves. Mes rêves font partie oui, mais bien sûr, mais ils sont extrêmement contrôlés par la gestion documentaire que je me suis imposée, qui consiste à bien entrer dans le monde arthurien et à bien entrer dans la légende du prêtre Jean. Alors, la légende d'Arthur, ça va. Oui. Il y a des films, tout ça. Mais et le prêtre Jean, ça va moins bien. Alors moi, ça va. Alors c'est simple, je vais la résumer très vite. Il se trouve qu'il y a une rumeur grondante à partir du XIIe siècle, qui a duré 4 siècles, qui a été arrêtée par la découverte de l'Amérique, au fond. C'est à peu près, ça correspond. Qui a consisté à dire qu'il y avait un royaume qui était plein de merveilles, plein de guerriers farouches, et un royaume chrétien qui allait venir au secours des croisés en Palestine. Et cette rumeur a été provoquée et inventée. C'était un baratin. Très clairement. Mais le baratin a été tellement repris et fantasmé qu'il a trouvé une certaine réalité dans son exploitation et dans sa fantasmagorie. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que je suis assez partisan de respecter la patrie fantasmatique. Ce que je vous disais avant qu'on commence l'émission, il y a notamment les Rastafari. C'est un très bon exemple, les Rastafari. Les Rastafari qu'on a tendance à prendre un peu, moi le premier, pour une bande de charlots qui aime surtout la musique Rasta, qui est très belle d'ailleurs. Bien sûr qu'elle est très belle. Mais c'est comme si vous disiez j'aime la France parce que j'ai toujours entendu j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ça ne suffit pas. Non, un peu plus. Eux, c'est ça.
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. derrière. Là, j'ai dit un truc un peu... Bon, alors les types, avec les couleurs de l'Éthiopie, bien sûr, mais qui représentent le sang, la fertilité et puis la continuité d'une nation, qu'on retrouve d'ailleurs dans pratiquement tous les drapeaux africains. Ça a été repris de ça, mais c'est la patrie fantasmatique. Pourquoi ? Parce que les anciens esclaves ne savaient pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas d'où Donc ils venaient. cette sorte de Jérusalem céleste, une bis, n'existe pas, mais permet au peuple d'avancer. Non, elle a été créée en Éthiopie, la Jérusalem noire. Ah, ça oui. s'appelle la Libella, mais elle a été créée pour conduire, pour aller jusqu'au bout du récit fantasmatique. C'est pour ça s'appelle le Jourdain, etc. Bon, d'accord. Mais c'est extraordinaire. Et les Éthiopiens ont creusé ça à la petite cuillère. Quand vous voyez les églises quand vous dites voilà, c'est les églises qui sont creusées à même la roche. La roche. Oui, parce que pour protéger éventuellement des assauts ennemis. Mais je raconte tout ça. C'est-à-dire même à partir d'une légende, on arrive à faire avancer les peuples, même si ça n'existait pas à la base. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus, sur justement cet aspect-là, et je vais la raconter d'une manière extrêmement rudimentaire. Moi, ma grand-mère me disait toujours que quand on était enrhumé, il fallait prendre une cuillère à dessert, c'est-à-dire la cuillère intermédiaire entre la cuillère à café et la cuillère à soupe, une cuillère moyenne. Il fallait la tremper dans de l'eau bouillante. Je ne sais plus s'il fallait mettre un peu de sel ou pas. Et alors il y avait une petite formule magique pour faire plaisir à la tradition. Et puis on se brûlait comme ça, furtivement, 3 fois ici, là. Toc, toc, toc. Et le rhume s'arrêtait. La matière, là. Non, mais on s'est aperçu que c'était un point d'acupuncture pour soigner les mêmes maux. Donc il y a une sorte de connivence qui s'instaure dans la tradition populaire, considérée comme les remèdes de grand-mère dont on s'est longtemps foutu de la gueule, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même, ça existe aussi, il y a les champignons, machin, il y a tout. Alors c'est formidable d'essayer de ne pas transiger avec le sérieux, mais en même temps d'essayer de compacter à la fois les contes et légendes et l'histoire écrite, parce qu'on peut aussi mentir dans l'histoire. C'est écrit, c'est un acte notaire, c'est baratiné. On est toujours au fond entre l'illusion de croire en la vérité et le sentiment que c'est un mensonge calculé. Et on est toujours un peu entre les deux. Moi, je pense que quand on doit faire quelque chose, il faut presque être, quand on veut des preuves, il faut presque être entre le catalogue raisonné et la thèse prémâchée. Mais il faut aussi avoir de la poussière sous ses chaussures. Il faut faire les choses à pied en plus. Si on ne fait pas les trucs à pied, on ne voit rien. C'est ce que j'ai fait en Éthiopie. Moi, j'ai tout fait à pied. Je suis allé sur les lieux après. Mais après, on s'en va. Bon. Et là, ça se passe très bien. Bon, je résume. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, c'est vrai. Oui. Même s'il n'y a rien dans le flacon, si ça marche, tant mieux. Oui. C'est une façon, de... On va revenir sur la Vierge Marie, car il y a des apparitions dans le livre qui guident le héros, et puis il est aidé par des pseudo-mousquetaires. Enfin, voilà. Pourquoi des pseudo-mousquetaires? Parce que c'est pas les vrais mousquetaires. Ils sont Dumas non plus. Je suis d'accord. Ce sont des pré-mousquetaires, puisqu'ils vivent quand même. C'est vrai. Plusieurs siècles avant. Ah oui, c'est bien noté. Oui, c'est vrai. Oui, je redonne le titre du livre, Le pèlerin secret, le royaume d'une seule pierre. Le royaume d'une seule pierre, c'est l'estampille de l'ensemble de la tétralogie. Je garde le terme, c'est-à-dire les 4. Ça s'appelle, c'est une saga. À suivre. Donc, et nous allons nous retrouver donc pour parler de la Vierge Marie. Et je ne sais pas si Jean-Claude Carton s'est pas endormi. On l'a pas entendu depuis le début. Et je sais même pas s'il nous écoute. Jean-Claude! Je vous écoute. Mais je n'ai rien à dire. Donc quand on n'a rien à dire, il vaut mieux fermer sa gueule, comme dirait Bernard Dimet.